Après les patriarches, le grand homme, d'une certaine façon, du Pentateuque, c'est Moïse, hein, où il y a presque 4 livres bibliques dont c'est le personnage central. Alors Moïse, pour nous, c'est l'Exode, et puis autour de l'Exode, on a tout un imaginaire, Cecil B. DeMille, Charleston Heston, etc., qui guident le peuple vers la liberté. Alors aujourd'hui, dans une perspective un peu plus historique, scientifique, que sait-on de cet épisode qui est quand même fondateur dans le Premier Testament ? Alors au niveau de l'archéologie, on ne sait pas grand-chose. À vrai dire, on n'a pas de traces, on n'a pas de vestiges archéologiques de Moïse, il n'est pas mentionné dans des textes en dehors de la Bible, l'épisode lui-même n'apparaît pas dans des textes en dehors de la Bible. Ce qu'on peut dire, cela dit, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe à l'époque. La question du pouvoir du pharaon, la question... L'époque, vous pouvez nous dire... C'est le bronze, ce qu'on appelle le bronze récent, on va dire entre 1500 et 1200 avant notre ère. D'accord. À peu près. Voilà. Donc il y a grosso modo 3000 ans, un peu plus entre 3000 et 3500 ans. Ce qu'on sait, c'est que c'est une époque où précisément il y a des migrations de populations sémites qui viennent en Égypte, qui s'installent en Égypte. On sait à cette époque-là qu'il y a aussi un problème avec des razzias de populations qu'on appelle les Apirous, ou qui pourraient être les Hébreux, c'est-à-dire le même terme. Donc ça veut dire que le terme hébreu pourrait exister à l'époque, ça veut dire qu'il pourrait y avoir effectivement des mouvements de population, des gens qui viennent en Égypte, qui sont sémites et qui viennent pour travailler, alors pas forcément comme esclaves, donc comme le texte biblique le dit, mais en tout cas comme des ouvriers. On sait aussi à l'époque qu'on a la première mention sur une stèle du terme Israël, comme un peuple et non comme une nation, comme un pays, et qui date, c'est la stèle de Merenptah, donc c'est juste après Ramsès II, donc tout ça colle à peu près avec cette époque-là. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le texte biblique, l'histoire a été construite d'une façon cohérente avec ce qui se passait à l'époque. C'est un peu comme si on prenait aujourd'hui des romans historiques type Balzac, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage historique, le cadre colle assez bien. Et on peut même imaginer qu'il y a des traditions et qu'on a intégré un certain nombre de ces traditions. Maintenant, est-ce qu'il y avait un personnage qui s'appelait vraiment Moïse ? C'est difficile à dire, ça dépend de l'étymologie de Moïse. Mais là encore, on peut trouver des parallèles. On parlait de Ramsès tout à l'heure, le pharaon Ramsès. Eh bien, en fait, le mot égyptien Msès, Ra, c'est le dieu du soleil en Égypte, Msès, c'est le fils. Eh bien, Moïse, Mossi, ça pourrait être en fait le même terme. Donc, tout ça, finalement, ça colle assez bien avec la période. Mais ce n'est pas la même chose de dire on connaît bien la période et on voit que le récit est assez cohérent au niveau de la chronologie et disons, voilà, de dire que l'épisode lui-même est historique. C'est là que c'est la différence, disons, entre la tradition et l'histoire. Donc, à partir d'un substrat historique, après, il y a la construction d'un récit, qui est le récit de Moïse, de l'Exode, mais qui joue quand même un rôle très important dans la construction du Premier Testament. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce récit va être extrêmement développé, détaillé. On va faire de Moïse un personnage unique, divinisé d'ailleurs, puisqu'à 2 reprises dans le livre de l'Exode, Dieu dit de Moïse « Je te fais Dieu ». Et il dit même à Aaron, ton frère sera ton prophète. Donc il est presque divinisé. Et dès sa naissance, puisqu'il y a cet épisode où il est sauvé des eaux, on construit peut-être en osier ou quelque chose comme ça, qui colmaté, déposé sur le Nil, et on va recueillir son berceau. En fait, c'est une histoire qu'on connaît en dehors de la Bible, non pas avec Moïse, mais avec le roi Sargon. Alors là, c'est un roi mésopotamien, on n'est pas en Égypte, mais en même temps, la Bible est toujours entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et donc, on raconte la naissance légendaire du roi Sargon. Et c'est intéressant, cette légende, on vient d'une certaine manière l'attribuer à Moïse, ce qui veut dire que pour les Hébreux, pour le peuple d'Israël, leur Sargon à eux, leur pharaon à eux, c'est Moïse. Mais pourtant, Moïse est quand même dans ce récit, à la fois c'est ancré dans l'histoire, parce que l'histoire de la naissance de Moïse, c'est aussi l'histoire d'une oppression, d'un tyran qui décide du massacre des enfants, et d'un bébé qui est jeté sur l'eau du Nil un peu par dépit, puis qui est sauvé. Donc il y a quand même, je dirais, derrière ce récit-là, à la fois une naissance exceptionnelle, mais à la fois qui est totalement humaine. Enfin, il n'y a pas de miracle autour de cette naissance. Oui, alors de miracle, ça dépend ce qu'on appelle miracle. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que ça pas flotte... de surnaturel, je veux dire. Oui, le fait que ça flotte, effectivement, si on a enduit de bitume, c'est normal. Donc il n'y a pas de côté absolument surnaturel, mais il y a la providence divine, pourrait-on dire, puisque il est recueilli, pas par n'importe qui, il est sauvé parce qu'il se retrouve à la cour du pharaon, il va grandir. Donc en fait, il a une destinée. C'est plutôt l'idée que dès sa naissance, il y a des signes qu'il est appelé à une destinée particulière.
Donc une destinée qui le conduit à prendre la tête donc dans le récit sur ce substrat historique, comme on a dit tout à l'heure, donc ce récit de cet exode, de cette migration. Et derrière le terme de la migration, il y a le mouvement de population. Mais dans ce mouvement de population, il y a aussi quelque chose qui est constitutif de la naissance d'un peuple. Oui, bien sûr. Ça, c'est-à-dire que l'exode va être, d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est important que non seulement il y a cette migration, donc avec l'idée de déplacement de population et d'installation dans un nouveau pays qui est censé être la terre des ancêtres, mais c'est surtout l'époque où on va légiférer. Moïse va recevoir la Torah sur le Sinaï et il va être le législateur par excellence. Et donc, c'est très important, c'est aussi important qu'on pourrait dire comme un État moderne aujourd'hui qui va se baser sur une constitution, comme la France avec la Déclaration des droits de l'homme, les États-Unis avec la Constitution. Disons que ce corpus de textes va être considéré comme étant la bascule entre des traditions patriarcales, on a des origines, l'origine même peut-être des 12 tribus, tout ça, à l'idée d'une nation qui est structurée, qui va devenir une entité politique, qui va s'autodéterminer. Et donc, effectivement, c'est le rôle de cet épisode de l'Exode dans l'histoire biblique. Oui, y compris avec l'institution des ordres, enfin, les juges, les prêtres, les anciens. Bon, alors, on ne va pas faire d'anachronisme, mais enfin, je veux dire, il y a quand même du juridique, du religieux, du politique qui sont quand même un peu distingués, et autour aussi d'une Torah qui est une constitution, donc il y a vraiment la construction d'un peuple. Oui, oui, tout à fait. On a tous les éléments de la société qui sont présents, l'aspect politique, l'aspect religieux. On va expliquer comment effectivement gérer les affaires judiciaires. On a des épisodes, alors soit de façon dans des textes qui sont de type législatif, mais même dans des textes narratifs. Il y a un épisode où Moïse essaie justement de tout gérer lui-même. Il s'en sort pas. Son beau-père lui dit, écoute, il faut déléguer. Et là, il y a l'idée qu'on va nommer des chefs de temps. Donc, on va avoir une sorte de hiérarchie pyramidale. Donc, on voit qu'on a une organisation. Cet épisode, il raconte qu'on passe d'une petite administration locale à l'administration de tout un État. Et ça, on est cette fois-ci sur le plan judiciaire. Mais sur le plan religieux, on va avoir des classes de lévites, des classes de prêtres, qui s'occupent de quoi, le grand prêtre. Donc on va aussi avoir une sorte de répartition des tâches pyramidale. On va discuter dans le livre du Deutéronome du rapport entre le pouvoir royal et le pouvoir, il n'y a pas encore de roi, mais on va dire le pouvoir politique, mais on anticipe l'élection d'un roi, ou en tout cas la nomination d'un roi. On parle d'un roi, on parle des devoirs du roi. Oui, dans le Deutéronome 17, donc, on anticipe le fait qu'il va y avoir un roi et on explique quel va être son rapport avec le pouvoir religieux. On va dire qu'il doit avoir une copie de la Torah. Donc il doit avoir le terme Deutéronome, d'ailleurs, le mot grec Deutéronome vient de là, de ce passage-là. On dit le roi, il est assujetti à cette loi qui est aussi une loi religieuse. Et donc c'est très intéressant de voir qu'on définit déjà l'articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc toutes les bases sont là pour le peuple d'Israël, pour l'État d'Israël, le royaume d'Israël. Et ça explique...